OK, bonjour, bienvenue d'être venu ici, un beau petit samedi matin. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer quelques petits exemples de projets de rénovation Net Zero et Net Zero Ready. Donc, deux projets pas mal uniques en son genre pour vraiment vous montrer le potentiel qu'il y a dans nos bâtiments existants. Donc, j'ai déjà été un peu introduit, mais je porte plusieurs chapeaux. Donc, premièrement, je suis entrepreneur général qui est vraiment spécifié en rénovation éco-énergétique. On parle de projets résidentiels, on parle de projets aussi multirésidentiels, tout ce qui est en lien à l'habitation, c'est notre créneau. On fait aussi une petite division d'installation de fenêtres, membranes, isolation, tout ce qui est vraiment en lien à l'enveloppe. On va aller aider les entrepreneurs à aller avoir une meilleure étanchéité et tout ça. Puis un autre chapeau que je porte, c'est à titre de vice-président de Bâtiment Passif Québec, qui est un organisme à but non lucratif pour vraiment promouvoir la norme Passive House, qui est le meilleur bâtiment qu'on peut construire en termes d'enveloppe du bâtiment. Et c'est ça, en fait, on essaie de vraiment tout franciciser tout ce qui est le contenu qu'il y a de disponible pour le rendre un peu plus accessible et catalyser cette norme-là. Finalement, comme on l'a dit, il y a le podcast Au-delà des murs que je vous recommande fortement d'aller voir. Il y a plein de bons contenus. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes passionné de la construction durable. Donc, ce podcast-là, c'est des épisodes d'1 heure où est-ce qu'on a entrevu plusieurs professionnels du domaine pour justement... chacun a ses sujets, donc chaque épisode est vraiment différent. C'est vraiment le fun. Je vous le recommande. Donc, le rétrofit. Le terme rétrofit, en fait, je ne dirais pas que j'ai un argument, mais j'en parlais avec André, puis il me dit, ben c'est pas le terme rétrofit, c'est un terme anglais. Le vrai terme, ça aurait dû être réfection. Moi, je suis pas tant d'accord. En tout cas, rétrofit, c'est quelque chose de neuf. Pour moi, en fait, le terme rétrofit, c'est vraiment rajouter des nouveaux systèmes à un système existant. Le système étant une maison. On le fait dans le but vraiment d'aller rajouter de l'efficacité énergétique ou rajouter de la performance dans un bâtiment. Donc, c'est une rénovation éco-énergétique quand j'utilise le terme rétrofit. Moi, je vois le rétrofit comme une solution non seulement pour un bâtiment plus sain pour la planète, mais aussi pour ses occupants. Si on regarde 16% des contributions, 16% des contributions du GES au Québec proviennent des bâtiments. Et quand on regarde la nouvelle construction, ça équivaut seulement à 2% du cadre bâti à chaque année. Donc, le gros potentiel est dans nos bâtiments déjà construits. Oui, de la nouvelle construction, c'est important qu'on change les codes pour qu'on augmente l'efficacité, mais le gros potentiel est vraiment dans ce qui est déjà bâti. Puis on dit toujours, un architecte très fameux, Carl Elefante, le bâtiment le plus vert, c'est celui qui est déjà construit. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment dans nos valeurs principales de notre entreprise. Ensuite, c'est sûr qu'il y a plein d'autres présentations qui parlent ici au niveau santé, là, mais on le sait qu'on passe 90% de notre temps à l'intérieur, donc c'est super important d'avoir une bonne qualité d'air, une bonne ventilation. Tu sais, il y a 300 fois plus de polluants à l'intérieur qu'à l'extérieur, donc c'est très important. Donc pour moi, je crois que c'est une façon d'assainir ces bâtiments-là. Maintenant, quand on parle de rénovation éco-énergétique, regardons-le en vraiment ces 6 points-là. Puis c'est vraiment en termes d'ordre d'importance. Premièrement, on parle de matériaux sains. Ça, c'est quelque chose qui a changé beaucoup. Avant, je l'avais en dernière place. Au Québec, quand on regarde le bilan de carbone d'une construction, il faut vraiment regarder... quand on regarde le bilan de carbone, c'est une équation mathématique super simple. C'est carbone opérationnel plus le carbone intrinsèque est égal au bilan de carbone. Le carbone opérationnel, c'est le carbone qui est utilisé dans l'opération du bâtiment, tandis que le carbone intrinsèque, c'est ce qui va dans les matériaux, dans la construction. Le carbone opérationnel dû à notre hydro va pas aller très haut. Donc, c'est très bas. On a toujours un opérationnel en proportion à l'intrinsèque vraiment plus bas. Donc, au Québec, l'importance du carbone intrinsèque est vraiment, vraiment importante. Fait que dans n'importe quelle solution, l'utilisation des matériaux un peu plus sains, plus... je dis pas toutes biosourcées, mais au moins plus faible en carbone, c'est une approche qui est importante et qui est cruciale. Déjà, en utilisant un bâtiment existant, on est déjà en train de réduire beaucoup de nouveaux matériaux. Donc, ça, c'est, d'après moi, le point le plus important. Ensuite, où est-ce qu'on va aller chercher le meilleur bang for buck? Ça va vraiment autour de l'étanchéité.
Ça, c'est vraiment, si on a quelque chose, s'il y a un point qu'on veut vraiment régler, là, quand on règle avec l'étanchéité, au moins 50% de l'effort est déjà joué. Ensuite, c'est sûr, quand on fait de l'étanchéité, il faut aussi aller bien ventiler. Donc, build tight, ventilate right. Une ventilation efficace avec des récupérateurs de chaleur. Donc, ça, c'est très important. Ensuite, on parle des fenêtres. Les fenêtres, c'est un des plus gros ponts thermiques dans notre enveloppe. Donc, on veut vraiment avoir des bonnes fenêtres. Puis, vous voyez que les fenêtres sont vraiment avant l'isolation accrue. Oui, quand je dis accrue, c'est parce qu'il faut toujours avoir un petit minimum d'isolation, on s'entend. Mais je dis quand on va aller pour de la surisolation, on est mieux d'aller investir dans nos fenêtres que dans de la surisolation avant. Donc, c'est vraiment dans une étape... dans un ordre chronologique que je vous le présente. Finalement, un design solaire passif... pourquoi je le mets en dernier? Quand on parle d'une construction neuve, ce serait peut-être important de le mettre dès le début, mais on travaille avec des bâtiments déjà existants, on ne peut pas vraiment aller bouger des bâtiments pour vraiment aller les orienter. Il y a des affaires un peu plus passives, rajouter des débords de toit, jouer un peu avec la végétation, mais c'est pour ça que je le laisse en dernière place. C'est quand même important, mais dans un aspect de rénovation, c'est quand même un peu plus difficile. Maintenant, qu'est-ce qui rend c'est comment déterminer le potentiel d'un rétrofit? Essentiellement, tout revient à l'argent, c'est la viabilité. Hein? On veut trouver un projet qui est viable et qui fait du sens pour aller faire ces rénovations éco-énergétiques-là. Fait que j'ai fait une petite liste de comme 6 points qui sont importants à les regarder pour avoir un projet qui va être viable, qui va être intéressant au niveau du retour sur l'investissement qu'on va faire pour un projet de rénovation. Donc, premièrement, c'est sûr qu'on veut avoir un bâtiment qui est vieux. Si on va faire un rétrofit sur un bâtiment de moins de 30 ans, c'est un peu plate. Oui, des fois, il y a des catastrophes au niveau de l'enveloppe du bâtiment qui se passe. Ça, c'est compréhensible. Mais un vieux bâtiment, c'est quelque chose qui est toujours mieux à aller comme projet potentiel. Ensuite, on veut regarder si l'extérieur ou l'intérieur est en mauvais état. Pourquoi je dis ça? C'est qu'en fait, un rétrofit peut être fait de l'intérieur ou de l'extérieur. C'est juste vraiment par préférence, regarder c'est le quoi qui vaut la peine en termes de maintenance. Disons que le revêtement est en fin de vie, c'est une belle opportunité d'aller faire des travaux à partir de l'extérieur. Ensuite, on veut vraiment essayer d'éviter des problèmes structuraux ou de polluants majeurs. On peut penser à beaucoup d'amiante, du plomb, des problèmes de fondation. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est de l'argent qui ne va pas aller directement à de l'efficacité énergétique. Donc, c'est sûr que c'est difficile d'aller chercher, mais si on est capable dans notre recherche de maison, quand on fait nos recherches, disons, pour un projet, si on est capable d'avoir des bâtiments qui sont quand même avoir une bonne musculature, genre des bons os et des bons muscles, là, ce serait vraiment bénéfique. Bonne orientation solaire, comme je vous dis, c'est que si vous achetez une propriété avec cette pensée de justement bien orienter ses fenêtres, ses débords de toit, c'est sûr que ça vaut la peine de regarder l'orientation de la maison, où est-ce qu'elle est positionnée. Oups. Finalement, un bon emplacement immobilier, ça, c'est vraiment une règle immobilier. On appelle toujours le location, location, location. Ça, c'est important, non seulement pour l'apport des matériaux, mais pour la valeur immobilière que ce bâtiment va avoir. Finalement, un bâtiment de forme simple, des bâtiments avec plein de raccoins, c'est toujours un peu plus compliqué pour aller faire des bons détails d'étanchéité, des bons détails de continuité d'enveloppe. Fait que, en regardant avec ces 6 aspects-là, on est capable de peut-être trouver puis cibler des projets qui sont plus intéressants que d'autres. Tout bâtiment peut avoir un rétrofit. Maintenant, est-ce que chaque bâtiment est propice à avoir un rétrofit? Pas vraiment. Fait que là, je vais vous montrer deux projets. Je vais vous montrer un peu, je vais passer un peu à travers cette liste pour vous montrer que, OK, mais chacun cochait chacune de ces cases-là pour avoir un projet qui est vraiment intéressant à la fin. Donc, le premier que je vais vous présenter, c'est Charon Rétrofit, qui est un bâtiment de 1890, un duplex à Pointe-Saint-Charles à Montréal. Ça, c'était vraiment, je dirais, mon projet pilote. Donc, c'est mon projet personnel. Un projet qui est, je dirais, 3 en 1. Donc, oui, c'est une propriété à revenu, un duplex. C'est sûr qu'il y a un business case à aller suivre. Le rétrofit a été fait dans les 2 unités.
Ensuite, c'est sûr que c'était ma résidence personnelle, fait que pour moi, ça a toujours été un de mes rêves de construire, disons, ma propre maison, fait que c'est aussi un projet là-dedans. Puis finalement, c'était le projet pilote pour vraiment lancer mon entreprise. Donc, pour moi, c'est un projet à multiples faces. Budget était serré, mais j'ai hâte de vous montrer un peu ce qui s'est passé pour ce projet-là. J'ai été pour la certification Net Zero Ready. S'il y en a qui ne connaissent pas la certification Net Zero Ready, c'est très possible. Au Québec, en fait, c'est une certification qui est donnée par le Canadian Home Builders Association, qui essentiellement est la PCHQ partout à travers le Canada, à part le Québec. Donc, on ne voit juste pas cette certification-là ici au Québec. Et vraiment, chez Rétrofit Construction, on est les seuls qui peuvent offrir cette certification-là ici au Québec pour l'instant. Donc, on est membre du Canadian Home Builders Association en Ontario, pour vraiment pouvoir donner cette certification. Pourquoi je l'aime beaucoup? Elle est réaliste. C'est pas... je vous le dis, je suis vice-président de Bâtiment Passif Québec, fait que je travaille beaucoup dans le monde passif. Aller, disons, la dernière coche de plus, des fois, c'est des coûts encore plus supplémentaires. Je vois la certification Net Zero et Net Zero Ready comme un bon coût investissement. On parle d'environ, je crois, 3 000 pour aller certifier un bâtiment, ce qui est très raisonnable. Puis ça inclut pas mal, avec tous des outils qui sont pas mal utilisés, donc le A2000, les logiciels de modélisation. Donc, c'est pas la coche la plus haute en termes de rigorosité, mais all around, là, c'est vraiment une bonne certification à aller chercher. Donc, ce projet-là, comme vous voyez, on a fait une baisse d'environ 65% ou 67% des consommations énergétiques. C'était vraiment un projet à multiples facettes. C'est un rétrofit intérieur, à la fois intérieur et extérieur. La façade avant était patrimoniale, donc on ne fait pas l'affaire de l'extérieur, donc on le fait par l'intérieur. Tandis qu'une extension en arrière, que je vais vous montrer des photos, a été faite vers l'extérieur. Il y a eu aussi, dans le fond, vu que c'est deux unités différentes, l'unité où est-ce que je suis allé habiter, dans le fond, ma maison a été strippée vraiment un peu plus à grandeur. Donc, c'était vraiment ils appellent ça un Deep Energy Retrofit, qui était vraiment allé le plus en profondeur possible. Tandis que celle-là du bas, où est-ce que j'avais quand même un business case à aller faire avec un locataire, je ne suis pas allé si profondément. Donc, ils appellent ça un peu un Medium Energy Retrofit. Donc, c'était vraiment... essayer plusieurs solutions, différentes alternatives, différents coûts, pour voir c'est quoi les résultats. La certification, alors Net Zero Ready, ce bâtiment, ça a été vraiment ça a été le premier à recevoir la certification au Québec Net Zero Ready. C'était vraiment pour l'unité du haut. Donc, on l'a séparé entre ces deux unités-là. C'est sûr qu'il y a un genre de... Il y a des il y a des cibles à atteindre au niveau de l'étanchéité, au niveau de l'isolation minimum. Mais essentiellement, c'est vraiment ce qui le résume vraiment bien, c'est ce graphique-là. On a le bâtiment existant, on vient vraiment miser davantage l'efficacité énergétique. Ensuite, il y a un potentiel de production d'énergie. Et ça, ce que le Net Zero Ready veut dire. Ready, ça veut dire qu'on est prêt. Je n'ai pas installé de panneaux solaires. Pour moi, ça ne faisait pas de sens ici au Québec. Donc, je me suis dit, dans le fond, j'ai démontré que j'ai l'espace pour mettre des panneaux solaires, disons, sur mon toit ou sur mon terrain pour aller justement balancer tout ça. Mais tout commence par de l'efficacité énergétique. Donc, j'ai dit, l'étanchéité, c'est très, très, très important. C'est le plus gros morceau de la bataille. On a commencé avec un bâtiment... très, très peu étanche. On parlait de 16 changements d'air, ce qui est honnêtement énorme. On parle d'une nouvelle construction, on va tourner autour du 5 changements d'air, ce qui est toujours très haut. Disons de 3 à 5 changements d'air. Ça dépend, des fois je suis un peu méchant, là, mais disons 3 à 5 changements d'air pour une construction neuve maintenant de nos jours. Fait que 16, c'est une passoire constante. Par de l'étanchéité, disons, juste manuelle, avec tous les travaux qu'on est allé faire, on est allé capable de le baisser à 5,2, ce qui est quand même une grosse amélioration. Mais pour la certification, il fallait que je me rende en bas de 2.
Étant mon premier projet, j'ai eu vraiment la misère à essayer de trouver pas mal toutes ces fuites-là. C'est pas facile quand tu es en rénovation, tu as plusieurs murs. Puis une affaire que j'avais pas compris, c'est que cette étanchéité-là n'est pas seulement vers les murs extérieurs. C'est aussi entre les unités. Donc, tu as des infiltrations entre les unités à aller considérer, même s'il n'y a pas tant de pertes thermiques à travers entre les logements, c'est quand même une perte. Puis c'est aussi, ça va affecter ton confort. Donc, avoir cette séparation entre les deux unités pour séparer les odeurs, les bruits, tout ça est tout aussi importante. Donc, j'ai fait appel à une belle technologie qui s'appelle Aérobarrière pour m'aider à descendre encore plus bas. Aérobarrière, si vous allez en savoir plus, justement, il est sponsor de l'événement aujourd'hui. Vous pouvez aller parler à Patrick, qui doit être dans l'autre chambre là-bas. Produit super intéressant, en fait, c'est comme un scellant qui est comme vaporisé dans l'air, où est-ce qu'on met la maison en pression positive, et par lui-même, le scellant va aller trouver ces fuites-là. Donc, c'est sûr, on est allé trouver des fuites un peu partout. On le voit dans le graphique, il y a eu une forte descente à un certain moment. On peut aller voir où est-ce que les particules vont s'agglomérer. Puis on a vu justement un espace entre les vieux escaliers qui étaient présents, qui était énorme, qu'on n'avait pas vu. Donc, on est allé sceller ça, puis ça a déjà fait une chute drastique. Donc, un super produit quand ça va pas bien, puis tu n'atteins pas tes niveaux d'étanchéité. Donc, j'ai été très, très, très surpris par l'efficacité de ce produit-là. Comme je vous ai dit, Build Tight, Ventilate Right, j'ai 2 systèmes de ventilation. L'unité du bas, qui était un peu plus petite, je suis allé avec un Minotaur. Un Minotaur, c'est vraiment une machine, je vous dirais, tout en un. Donc, un échangeur d'air, une thermopompe, des humidificateurs, tout dans une belle petite machine québécoise, sans condenseur extérieur. C'est un produit quand même super intéressant, retour sur investissement aussi super bon. Je ne pourrais pas vous dire à quel point je me sens bien. Je n'ai jamais habité dans ce logement en bas. Mais tous mes locataires, je n'ai jamais eu de mauvais commentaires sur cette machine-là. Donc, un beau petit produit. C'est sûr qu'ensuite, l'unité d'en haut, j'ai une grosse fenestration sud, que le Minotaur ne serait pas assez fort pour aller répondre aux charges. Donc, c'est vraiment une approche plus conventionnelle de thermopompe, échangeur d'air puis humidificateur. Regardons l'enveloppe. Ce que j'aime, comme je l'ai dit, du Net Zero Ready, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller avoir une surisolation. Puis c'est ce que j'ai vraiment suivi les principes que je vous ai donnés. Je suis allé avec une isolation, oui, plus haute que le code, mais je ne suis pas allé en surisolation. On regarde le mur, là, vraiment, j'avais une isolation extérieure continue de R9, c'est le produit Zip de Zip System. Ensuite, tu as vraiment un mur de 2x6 rempli avec de la Roxul. Puis avec, entre les forennes, disons, sur le coucher, il y a de la Roxul ComfortBat R6. On parle d'un mur environ R40. Écoutez, c'est pas des coûts énormes, là. C'est vraiment un peu plus que le code. Disons pas tant un peu plus, là, mais quand même une petite quantité, mais c'est pas de la surisolation. Où est-ce que j'ai vraiment misé, c'était sur l'étanchéité, qu'on est allé chercher le plus bas possible, et ensuite les fenêtres. Donc les fenêtres, des belles fenêtres triple vitrage, comme vous voyez, côté sud, j'ai quand même de la grosse fenestration. À ce temps-là de l'année, j'ai le soleil qui rentre, qui fait vraiment pas mal toute la maison. On le voit pas, là, mais juste à gauche, là, il y a un bel arbre qui, pendant l'été, éloigne vraiment le soleil. Quand il est rempli de feuilles, l'été, il n'y a presque aucun soleil qui vient surchauffer la maison, tandis que l'hiver, quand le soleil est plus bas, je vous dis, ça rentre d'un bord à l'autre de la maison. Donc, c'était, pour moi, quand j'ai choisi le bâtiment... Ouais. OK. Vu que je t'ai interrompu comme ça. Excuse-moi, j'aimerais juste t'entendre parler un petit peu parce qu'à Montréal, on a toujours le défi, les maisons sont en briques. La brique, ça coûte très cher à enlever, à remettre. Ouais. J'aimerais que tu me parles un peu de l'état de ta brique, puis vraiment d'aller un petit peu plus en détail sur le cheminement isolation intérieure, où là, on a le défi de perdre de l'espace versus isolation extérieure. Là, on a toute la problématique avec la brique. J'aimerais que tu me parles un petit peu plus de ton cheminement par rapport à ça. Excuse-moi de l'interruption, mais je trouve que ça valait la peine. Oui, exact. Ben, comme je l'ai dit... si on voit dans les photos à droite, c'était vraiment une approche intérieure que je suis allé chercher.
Donc, on a soufflé, où est-ce que, les photos de droite ici, on regarde la façade avant. Si j'ai des photos ici, là, on a de la brique existante là, qui était là, qui est toujours restée. Donc, celle-là, c'était un rétrofit vers l'intérieur. C'est sûr que la brique, c'est cher. C'est en bonne condition, on la garde. C'est cher, surtout si on va changer la brique, c'est intensif en carbone. Donc, si on est capable de garder la brique, c'est tant mieux. Tandis qu'à l'extérieur, il y avait déjà un genre de revêtement un revêtement métallique qui était là en très mauvais état. Fait que pour moi, c'était l'opportunité parfaite d'y aller vers l'extérieur. Il y avait même une partie du bâtiment qui n'avait pas de revêtement, si on le voit en haut à gauche, là. C'était vraiment acheté tel quel. Donc, c'est pour ça que, oui, ça dépend de chaque bâtiment. Ça dépend... c'est pour ça que je vous dis, chaque rétrofit est différent. On regarde le bâtiment qui est présent. Si jamais on est capable de le faire vers l'intérieur, puis que ça fait plus de sens financièrement, on le fait de l'intérieur. Oui, on perd d'espace, mais on parle d'efficacité. Puis il y a toujours des façons d'y aller aussi d'une façon consciente, avoir un design quand même correct, avoir des belles plateformes là, au niveau des fenêtres, comment ça s'appelle, des étagères au niveau de tes fenêtres. Donc, il y a des façons de le rendre beau. Donc, c'est pas mal ça au niveau de l'enveloppe du bâtiment. Je vous donne un petit survol des chiffres. C'est un projet qui a duré 2 ans. J'ai fait pas mal personnellement. C'est pour ça que ça a pris pas mal longtemps. Je l'ai fait de mes propres mains, celui-là. Je suis un meilleur gestionnaire d'entreprise et gestionnaire de projet que menuisier, mais j'en ai appris sur le chemin. On parlait de coûts environ de 500 000 $. Quand je dis des surcoûts versus le code, c'est le surcoût d'aller en triple vitrage. C'est le surcoût pour aller chercher une meilleure étanchéité. C'est le surcoût dans les produits et membranes qui sont rentrés dedans. Au niveau de la mécanique, c'est pas une mécanique qui est plus chère. En fait, c'est une mécanique qui est moins demandante, donc elle n'est pas nécessairement plus chère. Ça revient pas mal au même prix. Fait que, on parlait de 20 000 de surcoût, disons, gros max 25 000, là, c'est pas énorme comparé, on parle de 5 % sur les coûts du projet. Et avec les retours, disons, Renault Climat, Maison Plus Verte dans le temps, du financement avec la SCHL, on est allé chercher quand même 18 000 de retours. Donc, on est quand même allé chercher toute cette efficacité-là, on est allé la rechercher comme subvention. Et comme je l'ai dit, ça, c'était environ 65 % de réduction énergétique. Donc, on s'est vraiment basé sur, on ne va pas dans l'hyper-isolation, on fait le meilleur bâtiment qu'on peut avec ce qu'on a, puis dépendamment aussi du business case, comme il y a l'unité en haut puis il y a l'unité en bas. Donc, c'est un projet où est-ce que on a fait tous les types de rétrofit possibles. Je veux dire, en profondeur, moins en profondeur, intérieur, extérieur, on a tout essayé. Beaucoup d'apprentissage. Beaucoup d'améliorations. Si j'étais pour le refaire, je l'aurais fait complètement différent. Mais c'était mes leçons apprises. Donc maintenant, je vous montre un prochain projet là, qu'on termine en fait en 2 semaines. Donc on est vraiment quasiment à la fin. Premier, en fait, ce projet s'appelle Sucrerie Rétrofit. C'est à Sainte-Agathe. Et c'était une ancienne grange qui a été convertie en maison dans les années 50 ou 60, qui maintenant, on a repris, que le propriétaire a acheté pour vraiment la rendre en projet ou en rêve de projet éco-énergétique. Donc, celle-ci est en voie d'être le premier bâtiment complètement net zéro au Québec. Et celle-là va être en fait même net positive. Donc, elle va générer plus d'énergie qu'elle en consomme. Donc, c'est un projet super intéressant. J'ai hâte de vous en montrer un peu plus. Voilà, en fait, j'ai reçu hier l'évaluation Renault Climat, donc c'est tout frais. On voit ici qu'on a encore une meilleure augmentation ou amélioration de l'enveloppe. On parle de 75 % de réduction. On le voit que les chiffres d'une maison typique augmentent, c'est toujours parce qu'il y a des extensions qui se font faire ou un agrandissement de volume. Donc, c'est normal que il faut le considérer aussi, là. Mais on le voit ici à droite. Mon client va vraiment mettre des panneaux solaires. Donc, avec le potentiel de génération des panneaux solaires, on va être en surplus d'énergie. Donc, on va être net positif.
Donc, c'est tout vraiment un projet innovateur. Je l'ai dit, en rénovation éco-énergétique, il n'y en a aucun qui a été fait de cette façon. Donc, l'étanchéité, vraiment, là, on est allé chercher des niveaux de maisons passives qui est en bas du 0,6 changement d'air à l'heure. Donc, on a commencé avec une étanchéité quand même haute. On parle de 8,5. Je voulais comparer au 16 qui était là, qui est quand même 2 fois meilleur que le 16. Mais quand même, 8,5, c'est encore trop haut. Un vieux bâtiment avec beaucoup de pertes énergétiques. On a fait plusieurs tests d'étanchéité. Puis ça, je le recommande vraiment à tous les entrepreneurs. Le plus qu'on peut en faire, le plus de données qu'on a. C'est vraiment, on les appelle en anglais « the red door of truth ». C'est vraiment ça. C'est le chiffre le plus important qu'il faut savoir. À mi-construction, on est allé chercher 0,75. Mi-construction, c'était vraiment à cette étape-là, qui est vraiment, on l'appelle la maison Monopoly. Je vais vous montrer, en fait, c'est comment est-ce que ça s'est passé, comment on s'est rendu à une maison Monopoly. C'est vraiment le concept aussi du chainsaw retrofit, où est-ce qu'on est allé couper les soffites pour avoir ce look de maison Monopoly. Donc, je vous en parle un peu plus. Chainsaw retrofit, c'est un ancien... en fait, je dirais, c'est un des pères de la science du bâtiment, Harold Orr, canadien, qui a créé ce concept-là, qui est le chainsaw retrofit, où est-ce qu'on va couper les soffites pour aller ensuite remettre une couche d'étanchéité et d'isolation par-dessus. Donc là, on avait une toiture qui s'appelle, je crois, canadienne, qui est un genre de petit angle, là, ça ressemble à une belle cloche en bas. Ce qu'on est allé faire, c'est qu'on est allé vraiment couper les soffites, comme on voit la première photo à gauche. Pour aller aussi renforcer la toiture, on va quand même aller rajouter beaucoup de panneaux solaires sur tout ça. Donc, notre ingénieur a spécifié qu'on allait redoubler tous les chevrons de toit. Donc, ça a été la première partie de l'opération. Donc, on a commencé, on ne l'a pas fait vraiment au chainsaw. Là. Le chainsaw, c'est juste le terme. Mais c'est sûr que c'est allé couper toutes les soffites. Puis ensuite, on est allé vraiment créer cette maison Monopoly, donc cette maison de forme simple, pour vraiment avoir notre première couche d'étanchéité. Donc, quand je vous dis le premier test d'étanchéité, c'était vraiment à ce point-là, la photo numéro 2, là, où est-ce qu'on est allé vraiment avoir déjà le 0,75, qui était déjà... en fait, notre résultat voulu était 1,5, on était déjà beaucoup mieux. En fait, quand on parle d'étanchéité, il faut toujours avoir une approche... le terme m'échappe en français, mais belt and suspenders. Donc, il faut toujours avoir ceinture et bretelles. Donc, ceinture et bretelles pour vraiment avoir au moins deux plans d'étanchéité à l'air. C'est une façon de vraiment se protéger. S'il y en a une qui ne marche pas, bien, au moins il y a une deuxième qui est là. Donc, la première couche d'étanchéité à l'air, on était déjà à 0,75. Ensuite, on est allé rajouter un genre de mur extérieur qu'on appelle, ça c'est l'approche Larsen Truss. Larsen Truss, c'est vraiment rajouter un genre de nouveau mur à l'extérieur. Celui-là était en 2x4. On l'a comme séparé du bâtiment, et donc il y a de la place pour l'isolation continue. On a environ 8,5 pouces de cavité qu'on est allé créer à l'extérieur pour ensuite la remplir de cellulose. Ça, c'est dans les murs. Ensuite, dans le toit, on est allé rajouter des poutrelles en I puis des 2x6 pour aller recombler puis refaire des débords de toit après la maison Monopoly. Donc, on a environ... je vous en parlais un peu plus des niveaux d'isolation, là, mais la deuxième couche d'étanchéité se trouve à droite. Là, donc, le projet... en fait, ça, la première, c'est la deuxième photo. La quatrième, c'est la deuxième couche d'étanchéité. Où est-ce qu'aussi, on a une continuité au niveau de l'isolant. Elle va aller sous le soffit. Elle va continuer tout autour du bâtiment. Donc, ça, c'était vraiment notre secret pour avoir une étanchéité si basse. C'est sûr que, comme vous le dites toujours, la mécanique, c'est super important. Surtout quand on essaye d'aller chercher vraiment le net zéro. Une fois que tu travailles vraiment ou tu maximises ton enveloppe, là, l'importance en termes de proportion, la mécanique est vraiment très importante dans la consommation du bâtiment. Surtout l'eau chaude domestique, qui est toujours difficile d'aller essayer de baisser. Donc, un produit quand même innovateur qu'on a utilisé ici, c'était un chauffe-eau thermopompe avec un module externe qui est, qui est au CO2.
Donc, c'est un produit quand même super intéressant. Ça s'appelle Sanden Sanko. Produit quand même magique, là, qui consomme presque rien pour de l'eau chaude. C'est sûr qu'après ça, au niveau de la ventilation, on est allé très conventionnel. Un système central avec échangeur d'air, humidificateur. Et on parle de aussi 25 panneaux solaires sur la façade sud de 580 kW. Ça, c'est vraiment tout ce qui est en termes de mécanique et production d'énergie. C'est à ça que ressemble le projet. Donc, regardons pas mal les aspects de l'enveloppe. Donc, comme je vous l'ai dit, le mur extérieur, on voit ici le mur de 2x4 qu'on est allé créer à l'extérieur. En fait, cette maison-là a comme demandé d'avoir une rénovation de cette force-là ou de ce type-là. La fondation avait déjà un genre de gros check à briques ou un genre de gros espace pour de la pierre. En fait, c'était, comme je disais, c'était une vieille grange. C'était sûrement une grange qui était pleine, qui avait un revêtement de pierre, donc qui a été enlevé, puis ils ont mis un revêtement de vinyle. Donc, on avait quand même un espace pour aller avoir un mur qui est quand même toujours assis sur un mur de fondation, mais séparé du bâtiment. Qu'on est allé remplir, dans le fond, avec de la cellulose. Donc, on avait le mur intérieur de R22, puis on avait un R34 de cellulose. Je crois qu'en tourne d'air effectif, on est plus proche du R50, ce qui est quand même très, très bon. Pour une rénovation, c'est amplement ce qu'on a de besoin. Isolation du toit, c'était encore un peu plus. Donc, on est allé avec des poutrelles en I et des 2x6, donc on avait 15 pouces de cellulose, donc un beau R60, plus entre les chevrons, un autre R22 d'isolation. Ensuite, pour la fondation, c'était comme un peu l'élément un peu plus compliqué. Au lieu d'y aller par l'extérieur, on ne voulait pas creuser autour, la fondation était en bon état. On l'a fait vers l'intérieur. On a utilisé un bon produit d'étanchéité qui s'appelle le Viscon, qui est une membrane liquide. Qui est le noir qui est appliqué là sur la photo, la troisième photo. Ça, c'est vraiment un mur de fondation en pierre et moellon qu'on est allé appliquer ça. Ça permet quand même au mur de transpirer s'il veut. Donc, c'est un produit quand même très, très bien utilisé. Ensuite, on est allé rajouter, donc c'est un mur de 2x6 aussi devant, qu'on est allé aussi rajouter une isolation continue, un R6. Donc, on avait proche d'un R28 au niveau de la fondation. Finalement, les fenêtres haute performance, toujours un bon triple vitrage avec une valeur U de 0.9 partout dans le bâtiment. Ça, c'était très, très, très important. Non seulement ça, mais bien installé pour avoir une étanchéité optimale. Donc, le projet en chiffres, celui-là a duré 1 an. Comme je vous dis, il reste peut-être deux semaines de revêtement et quelques petits détails après ça. Quand même des coûts un peu plus considérables au niveau de la rénovation. On parle de 700 000, mais c'est un nouveau bâtiment qu'on a presque, qu'on a là. Une belle extension aussi qu'on est allé faire à l'avant du côté ouest. Beaucoup de surprises aussi. On voulait pas vraiment... En fait, cette approche-là aurait été super bonne juste par l'extérieur. Finalement, on a comme réalisé qu'il y avait beaucoup de moisissures et de rats qu'on a trouvé dans les murs intérieurs. Donc, on a dû quand même tout stripper à l'intérieur. Donc, c'était pas le fun. Ça a rajouté des coûts. Mais ça devait être fait. Donc, là, ils ont un bâtiment très sain, très étanche, qui a coûté un peu plus cher, mais quand même, on parle d'un surcoût ici de 70 000 au niveau des coûts de construction. On parle environ ici d'un 10 % de plus. On n'a pas encore dans le stade de savoir c'est quoi les subventions qu'on va recevoir. Je vous ai dit, je viens de recevoir l'évaluation Réno Climat finale, donc à la prochaine présentation, je vous dirai ces chiffres-là. Mais selon est allé vraiment chercher 75 % d'économie. Donc, très, très beau projet, là, vraiment différent des autres. Donc, maintenant, c'est quoi? Tu sais, c'est le fun, on fait des rétrofits, on fait beaucoup de beaux petits projets résidentiels, mais c'est pas comme ça qu'on va aller chercher vraiment des rétrofits de masse. Vraiment pour aller accélérer le plus possible. Comme je l'ai dit, il y a tellement de potentiel dans notre cadre bâti qui est présent, donc il faut trouver des solutions d'accélérer tout ça. Donc, juste pour finir la présentation, je vais vous montrer
quelques concepts de rénovation qui sont quand même intéressants, qui proviennent aussi de l'Europe. Ça s'appelle Energy Sprung. C'est une rénovation préfabriquée, faite par l'extérieur totalement, qui peut être assemblée normalement en termes d'une semaine. Un rétrofit, disons, complètement net zéro pourrait être fait. Je crois que ça s'en vient, puis ça va être pour le futur. Pour beaucoup de bâtiments canadiens, je ne dis pas que ça va s'appliquer à tous, mais où est-ce que le business case est faisable? Le gouvernement canadien travaille fort à ça. Donc, il y a une initiative de Ressources naturelles Canada qui s'appelle le PEER Project, donc Prefabricated Exterior Energy Retrofits, qui a été complété en 2023. Donc, ils ont fait un beau petit projet pilote là, à Ottawa. Donc, on parle de ce bâtiment-là, où est-ce qu'il a été complètement rénové ou rétrofité à net zéro, avec les bâtiments, avec les locataires qui habitaient encore dedans. Donc, ça, c'est aussi l'avantage de faire une rénovation vers l'extérieur. On est capable de garder les locataires tout en continuant la rénovation. C'est sûr que c'est un projet encore pilote. Là. On n'est peut-être pas rendu à l'accélérer 100% en masse, mais si on regarde de l'autre bord de l'océan, si on regarde la France, Angleterre ou même l'Hollande, ils ont un bon programme là, qui commence à marcher super bien. Ou est-ce que c'est quand même une façon holistique? Donc, le financement, les garanties, tout vient dans comme un beau petit package. Le gouvernement canadien investit là, beaucoup d'argent en ce moment-là pour deux programmes, là, beaucoup de millions de dollars, justement pour faire la promotion de ce genre de rénovation-là. Donc, c'est quelque chose qui s'en vient vraiment dans le futur, c'est rétrofit préfabriqué. On va en entendre parler de plus en plus. Ici, aux côtés de Montréal, il y a une initiative de l'Université McGill qui s'appelle Reconstruct. Regarde un bâtiment justement à l'île Louisard, une ancienne aréna, qui vont essayer de faire justement un genre de rénovation éco-énergétique vers l'extérieur. Fait que il y a beaucoup, si vous voulez en parler un peu plus, là, ça c'est ce qui me passionne le plus vraiment. C'est toujours ça ma vision finale, c'est essayer de faire le plus de rétrofit possible. Oui, c'est le fun de faire des petits projets résidentiels, mais je veux avoir plus de chiffres et plus de réduction dans les bâtiments. Donc, d'après moi, c'est ça le futur pour rétrofit. Le rétrofit en général et le rétrofit construction. Sinon, c'est pas mal tout. Je vous laisse sur vraiment deux beaux quotes là, que je vous ai dit qui sont dans les valeurs de notre entreprise. Je vous ai déjà montré le premier, qui est le bâtiment le plus vert et celui qui est déjà construit. Pour moi, le plus important, c'est « We shape our buildings, thereafter they shape us ». Donc, l'amour qu'on met dans nos bâtiments va toujours nous revenir en termes de, comme je l'ai dit, pour les occupants, mais aussi pour la planète. Donc, ça, c'est Winston Churchill qui a dit ça. D'après moi, c'est vraiment la valeur numéro 1. Quand je vais avec mes travailleurs sur le chantier, je dis, ce que vous faites, c'est vraiment noble. On est là pour 100, le bâtiment va être là pour 100 ou plusieurs années. Donc, faites-y vraiment attention. Donc, c'est pas mal ça. Si vous voulez, comme je vous ai dit, écouter notre podcast, le lien, c'est addm.ca. On est disponible sur toutes les plateformes. Il y a plusieurs faces ici qui sont aussi déjà dans le podcast. Je parle de Marco Lassalle, Diane qui s'en vient dans pas long, donc Patrick derrière. Donc, il y a plusieurs des invités ici qui sont dans le podcast. Je vous recommande vraiment d'aller l'écouter. Si vous voulez prendre mon contact, vous n'avez qu'à scanner le code QR. Ce serait un plaisir de vous parler. C'est tout. Merci beaucoup. Philippe, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, deux petites questions. Premièrement, il a mentionné le viscone. Je retrouve la membrane. C'est une membrane liquide qui est... Comment s'écrit? VISCONN. Est-ce qu'elle l'isole ou elle l'imperméabilise? C'est un par-air, c'est pas un par-vapeur, c'est vraiment juste un par-air. D'accord. C'est pas un... C'est vraiment... sa première fonction, c'est comme par-air. Donc, tu peux pas l'utiliser seulement comme par-vapeur. C'est, disons, dans cette solution de rénovation interne, j'ai mis le viscone qui est le par-air. Ensuite, j'avais un par-vapeur aussi de l'autre bord. C'est une membrane. C'est une membrane liquide. C'est une membrane liquide qui est ou appliquée au rouleau ou appliquée au gun à peinture à pression. Donc, pour isoler un sous-sol qui est en ciment, d'abord, Oui. on peut mettre cette membrane-là liquide, et ensuite, il faut mettre un pare-vapeur avant de mettre notre isolant? Non, tu peux mettre ton isolant, puis ensuite, tu peux mettre ton pare-vapeur. Mais dans le fond, c'est juste... quand on parle de fondation, on veut avoir quelque chose... On veut, surtout dans une fondation de fer en moellon, on veut pas aller
garder l'humidité dedans. Donc, on veut quelque chose qui est quand même perméable. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Disons, si on va mettre du polyuréthane direct sur une fondation de pierre et moellon, c'est peut-être pas la meilleure chose pour la longévité de cette fondation-là. Donc, c'est pour ça que je voulais avoir un produit qui était quand même capable de transpirer. Excuse-moi, juste avant qu'on enchaîne sur l'autre, pour aller un petit peu plus loin. Donc, je ne connais pas cette membrane-là spécifiquement, mais donc, c'est une membrane liquide qu'on applique, elle agit comme par air. Elle va aussi agir comme bris capillaire. Parce que quand on a de la terre ou du béton en contact avec le sol humide, il y a vraiment une succion de l'humidité qui peut se produire. Donc, j'imagine que ça doit aider beaucoup aussi à briser cet effet-là capillaire. Puis, c'est vraiment important que le pare-vapeur soit toujours du côté chaud de l'isolation. Quoique dans les sous-sols, c'est un petit peu plus compliqué parce que des fois, il peut y avoir plus d'humidité à l'extérieur que à l'intérieur. Mais là, en appliquant le bris capillaire, probablement qu'on est correct à ce niveau-là. Puis à ce moment-là, c'est important vraiment de l'avoir à l'intérieur. Ou qu'on utilise des matériaux qui ne nécessitent pas son... Exact. Moi, j'ai utilisé dans le deuxième tiers. Donc, le pare-vapeur était dans le deuxième tiers. J'avais un 2/6 d'isolation, puis ensuite, j'avais quand même l'isolation continue par-dessus le pare-vapeur. Il n'y a pas de recette spécifique. Chaque projet est différent. Donc, je ne te dirais pas que c'est la seule solution. Il y a plusieurs solutions. Mais dans le cas où tu as une partie qui est à l'extérieur et l'autre partie dans le sous-sol, dans le 8 pieds de haut, OK. alors là, ta membrane peut être de haut en bas. Oui, absolument. C'est bon, merci. D'autres sujets, parce qu'il y a souvent justement des maisons de briques, là, et puis moi, c'est mon cas, il y a tout le temps un espace d'air, naturellement, entre la brique et les 2/6. Donc, quand tu as isolé dans ton premier projet, tu n'as pas touché à cet espace-là du tout. Non, on ne touche pas à l'espace d'air. Ça, c'est vraiment l'espace pour que la brique ressèche. Exact. Je suis parti de l'intérieur de la structure, puis là, on est allé réisoler par là. Exact. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Oui. Merci beaucoup pour cette excellente présentation. Vous avez parlé de poutrelle en I pour le deuxième projet pour augmenter l'isolation. Ça s'est passé comment? Je veux dire, c'est juste la poutrelle en I ou on a ajouté de la cellulose? Oui, en fait, c'est ça. Ben, poutrelle en I, c'était vraiment juste pour créer des fins de cavité. Donc, en termes de bénéfices, en termes de temps homme, donc, si on était pour faire une autre façon de faire la cavité, la façon la plus simple d'aller chercher une cavité quand même assez généreuse, c'était les poutrelles en I de 9 pouces et demi, qui est ensuite remplie justement avec la cellulose à haute densité à plusieurs places dans la toiture. C'est sûr, il faut se créer des cellules pour aller chercher la bonne densité. Quand tu vas aller chercher, disons, 15 pouces d'isolant, c'est pas si facile que ça, aller chercher la densité désirée. Donc, il faut vraiment aussi se créer plusieurs petites cellules ou faire des divisions dans ces poches d'isolant, disons. Un des avantages des poutrelles en I, c'est de réduire le pont thermique par rapport à une charpente. Là, bon, si on avait un 9 pouces et demi d'épaisseur, si on compare à une charpente de 2/10, là, on a comme un pont thermique de 2 pouces en continu sur 10 pouces de long. Mais la poutrelle en I va être vraiment plus mince dans la section centrale. Donc, on vient diminuer le pont thermique. J'imagine que c'était la motivation première de l'utilisation. Ça aussi, disons, on aurait pu aller avec des poutrelles en I aussi sur les murs extérieurs, mais quand on est capable de l'éviter, comme qu'on a fait, là, on avait complètement un mur séparé de la structure existante. Là, on est comme encore plus dans la gestion des ponts thermiques. Mais oui, au niveau de la toiture, pour la quantité d'isolant qu'on avait besoin, c'était la meilleure solution. Exact. Oui, en arrière. Bonjour, merci pour la présentation, c'est bien intéressant. C'est quoi le rôle d'une masse thermique de béton, de maçonnerie à l'intérieur pour contribuer à l'efficacité énergétique dans ce type de projet-là? Oui, ça se considère. Sauf que en termes de proportion, c'est pas le plus important. Oui, ça va jouer un rôle. C'est sûr qu'elle a toujours un rôle, puis c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Jouer avec des concepts d'inertie thermique, ça fait toujours ça a toujours un impact. Sauf que il y a tellement d'autres choses à plus grosse importance qu'on ne le considère pas nécessairement. C'est comme en dernière étape, c'est comme pour nous l'orientation solaire d'un bâtiment. Il y a des limitations à ce que tu peux faire. On préfère, comme je l'ai dit, premier l'étanchéité, ensuite les fenêtres, mécanique, les fenêtres, ensuite la surisolation.
Quand on parle de surisolation, après ça, on peut parler aussi d'inertie thermique, des masses thermiques et tout ça. Comme Philippe a bien dit, le design solaire passif en rénovation, il l'avait mis en dernier. Je suis un petit peu triste de le voir. Là. Moi, souvent, j'en parle beaucoup du design solaire passif, mais c'est vrai qu'en rénovation, bien, il y a quand même des contraintes. Bon, le sud est où, les voisins sont où, les autres bâtiments, donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc, c'était quand même judicieux son placement, malgré ma tristesse. Oui, non, écoute, si on parlait de nouvelles constructions, c'est toute une autre histoire. Mais en rénovation, malheureusement, on n'est pas encore rendu à pouvoir translater des bâtiments comme ça. Puis, la masse thermique, elle est surtout très utile en combinaison avec un bon design solaire thermique. Quand on a beaucoup de fenêtres au sud, on a des bons gains solaires qui rentrent l'hiver, mais on peut facilement créer de la surchauffe. Au début de la journée, 18, 20, 22, on est content, 24, 26, 28, c'était comme « OK, il fait chaud, là, je suis déjà en shirt puis en t-shirt, là, on va pas se mettre en maillot de bain. » Donc, tu commences peut-être à penser d'ouvrir les fenêtres. Donc, c'est là que si tu n'as pas de masse thermique à l'intérieur puis tu as une fenestration très agressive au sud, tu peux avoir de la surchauffe hivernale. C'est quand même difficile à obtenir dans un bâtiment existant qui n'a pas été conçu. Puis il faut également penser à la prévention de la surchauffe aussi, quand même bien doser la fenestration au sud. Il y avait une autre question? Ouais, moi, en fait, c'était pour rajouter sur les tuiles en I. Parce que la tuile en I, en fait, elle aussi te permet d'aller beaucoup plus loin en portée structurelle. On fait, mettons, dans ton cas à toi, là, où on avait l'ajout d'une masse isolante. Donc, d'aller chercher, mettons, ton 9 pouces et demi, mais ton 2 par 10 à 9 pouces et quart, tu es capable d'aller chercher autant de portée sans support que ta tuile en I t'offrait. Oui, tu as raison. Exact, tu as raison. Oui, juste répéter pour la rediffusion. Donc, le commentaire était que les poutrelles en I ont une force structurale plus importante que de la charpente à 2 par 10. Donc, ça permettait d'avoir moins d'éléments structuraux par rapport à la longueur nécessaire, surtout dans ce cas-là, il y avait des panneaux solaires qui voulaient être installés. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Oui? Je laisse madame poser sa question. Non, bonjour. Juste pour ton projet personnel, est-ce que tu avais travaillé sur la toiture aussi au niveau de la réflexion de toiture? Oui. Comment tu avais travaillé? Ben écoute, en fait, en toiture, je ne vous ai pas montré les photos, mais il y a une terrasse aussi sur le toit qu'on est allé aménager. Donc, pas mal toute la toiture, on l'a fait aussi en fonction de cela. La toiture, il restait peut-être disons un 5 ans, c'était pas encore un problème, mais en faisant une terrasse sur le toit, tu veux essayer d'avoir une toiture qui non seulement dure le plus longtemps possible pour ne pas aller défaire de la terrasse sur le toit. On est allé aussi enlever quand même beaucoup de poids du bâtiment. C'est des couches d'asphalte et gravier, là, des multicouches là, pendant des années, juste des ajouts et des ajouts. Donc, on est allé enlever quand même une bonne charge pour aller ensuite en remettre une autre, mais au moins, on s'est aidé de deux façons. Exact. C'est surtout un commentaire. Je voudrais remercier Philippe pour le travail qu'il fait. C'est super important. Quand on parle d'efficacité énergétique, tout ce qui est en rénovation, c'est souvent l'enfant pauvre. On en parle trop peu. On parle beaucoup de maisons neuves. Or, le défi, on ne va pas le réussir avec les maisons neuves. Quand on fait une maison neuve qui est très efficace au niveau énergétique, j'ai juste moins alourdi le bilan énergétique. C'est un peu comme quand j'ajoute une Tesla, je n'ai pas amélioré le bilan énergétique du transport au Québec, je l'ai juste moins alourdi que si j'avais acheté un F-150. En rénovation, c'est de prendre un F-150 à gaz et mettre un moteur électrique dedans. Il est loqué, puis le gisement au Québec est entre 10 et 15 TWh par année en rénovation. Il y en a trop peu qui le font. Fait que Philippe, je voulais juste te lever mon chapeau. Merci, Marco. Ça, tu le fais très bien et continue à le faire, s'il vous plaît. Merci. J'apprécie. Oui, bon point. Je vais répéter le commentaire et même rajouter un peu plus. Bravo, Philippe, pour ton beau travail. Au niveau de la rénovation, monsieur disait que par rapport aux bâtiments existants, si on construit un bâtiment neuf qui est plus performant, bien, on vient diminuer la surcharge qu'on ajoute sur le réseau. Mais on est vraiment en prise avec beaucoup de bâtiments existants. D'ailleurs, je vais faire un lien avec la première conférence. J'aimais beaucoup quand il parlait du bâtiment existant comme mine urbaine. Je trouvais que c'était une expression très appropriée pour venir vraiment voir qu'est-ce qui est existant comme des ressources. Parce que surtout dans la construction, souvent, c'est facile d'arriver avec ses gros sabots puis de dire « OK, on boule ça, on recommence ». Puis c'est tellement plus facile de commencer comme un projet à neuf. Il y a tellement de défis impliqués dans la rénovation. Donc vraiment, bravo, Philippe, de t'attaquer à ce créneau-là qui
qui en a grandement besoin. Absolument. C'est que le début, hein. Comme j'ai dit, le futur du rétrofit va vraiment changer à travers les années. Là. Le potentiel est là. Maintenant, c'est juste trouver la bonne solution qui s'applique à tous, le plus possible. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, on a encore du temps. J'avais peut-être juste une dernière question. Au début, tu parlais de ton projet personnel. Dans le fond, là, tu l'as habité. Oui. Tu as une meilleure connaissance ou appréciation Oui. du produit final. Oui. Puis, tu sais, dans tes graphes mettons, l'efficacité du bâtiment avant puis après. Oui. Mais aujourd'hui, tu l'as habité dedans. Mettons, pour du monde qui veulent investir dans ça, parce que tu parles des chiffres, mais en réalité, au jour le jour, Oui. ta rentabilité au niveau de ton énergie et tout ça, comment tu peux nous présenter comme je vais être super honnête, je m'en fous. Je m'en fous sur le retour sur investissement. Ça n'a jamais été comme ça que je l'ai vendu dans ma tête ou vendu à ma femme. Beaucoup d'affaires aussi ont faussé mes résultats. J'ai acheté une auto électrique aussi en même temps. Fait que c'est comme... je consomme beaucoup quand même d'énergie, beaucoup moins qu'avant. Je n'avais pas aussi habité le bâtiment avant. Pour moi, au jour le jour, ce qui impacte, c'est le confort et la santé. C'est vraiment ça. Je suis en plein downtown. Vraiment, je suis à 5 minutes de downtown. Ruelle en avant, dans un quartier qui se gentrifie, donc construction partout. Une rue à 5 mètres devant du bâtiment. J'entends rien. C'est complètement silencieux. Je suis confortable à l'année longue. Les indicateurs de qualité de l'air sont super bons. La seule affaire que j'ai un peu de la misère à faire, c'est jouer avec mon humidité. L'été, des fois, en fin d'été, je commence à avoir des taux d'humidité un peu élevés. Je te dirais, c'est le seul aspect que je suis un peu fâché, mais qu'on va retravailler mieux dans le prochain projet. Mais sinon, je suis super content avec le bâtiment que j'ai. C'est plus à ces niveaux-là. Donc, confort, santé, ça, c'est des affaires qui n'ont pas de prix. Donc, c'était vraiment pour moi le plus important. La machine que tu as choisie, le Minotaire, c'est une excellente machine vraiment unique en son genre, dans ce sens que c'est un ventilateur récupérateur de chaleur assisté par une thermopompe. Fait que c'est vraiment comme 2 unités en un. Et ils ont aussi des capacités d'humidification et de déshumidification et même de chauffage. Les capacités d'humidification, de déshumidification et de chauffage sont limitées, là, mais quand même, somme toute, c'est quand même des contributions importante. Exact. Mais en fait, le Minotaire a été installé dans l'unité du bas. Donc, c'est un duplex. Donc, le Minotaire a été installé dans l'unité du bas. Le mien, c'était plus un système de ventilation un peu plus conventionnel, un système central plus conventionnel, sans déshumidificateur. Et ça fait vraiment une grosse différence. Donc, si je regarde les taux d'humidité, même jour de l'été, en août, en haut, je peux être proche du 70 % si je fais vraiment rien avec. Tandis qu'en bas, on est à un confortable 50 % avec le Minotaire. Donc, c'est sûr que au niveau mécanique, j'aurais dû faire un peu plus d'efforts avec la déshumidification, ce qui est très important. Chez toi. Non. Malheureusement, il n'était pas chez moi, justement. Ils sont chanceux, t'es locataire. Ben oui. La prochaine conférence va parler des écomatériaux. Donc, c'est sûr, au niveau des équipements mécaniques, on peut jouer beaucoup pour aider la régulation de l'humidité. Mais sinon, au niveau des matériaux, il y a également beaucoup à faire. Entre autres, moi, j'ai instrumenté la maison de Ginette Dupuis à Boltoness avec des briques en terre crue. Et là, récemment, il y a quelques mois, j'ai transféré toutes les données et c'est tellement beau, les données de sa maison. C'est super stable. La température et l'humidité sont la température, c'est tout le temps entre 20 et 25. Elle a son foyer de masse. Ça fait un feu 1 fois ou 2 par jour au besoin. L'humidité n'est pas contrôlée. Il y a des tout petits ventilateurs décentralisés. L'humidité est toujours entre 40 et 60 %. C'est parfait. Donc, c'est vraiment, en allant au niveau des matériaux, il y a vraiment des belles possibilités où là, c'est pas 100 % du fardeau de la ventilation mécanique. Là, les matériaux peuvent aider à gérer un peu l'humidité. Bon, en rénovation, on va peut-être pas mettre des briques de terre crue, mais si on choisit des matériaux comme du chanvre, de la fibre de bois avec du plâtre qui est perméable, il y a vraiment une possibilité d'aller chercher cet effet-là tampon qui pourrait aider. Totalement d'accord. Est-ce qu'on a d'autres questions? On va voir la prochaine conférence à... Ah oui, allez-y. Oui. J'habite une maison en 1924, puis je me dis, le jour où je vais la rénover, comment je fais, mettons, pour mettre une thermopompe ou tout ce système de ventilation, je n'ai pas l'espace pour mettre ni en avant ni en arrière. Est-ce qu'auprès des villes, il va y avoir des nouvelles solutions, par exemple, pouvoir les installer sur le toit, ou parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais pouvoir mettre ce genre de système
Possiblement. C'est sûr qu'au niveau, j'ai pas une boule de cristal, possiblement, qui vont commencer à aider le plus. Surtout quand, disons, on fait des rénovations vers l'extérieur. On voit plusieurs municipalités maintenant qui laissent justement, même si tu t'empiètes sur la ligne de propriété, si c'est juste pour des fins d'isolation. Je sais qu'à Vancouver, maintenant, c'est quelque chose qu'ils ont complètement libéré. Si tu es juste en train de faire une rénovation extérieure, tu peux empiéter sur la ligne de propriété. Donc, c'est des affaires que, oui, ils savent que le rétrofit, c'est le futur. Au niveau de la réglementation, ça va changer à un certain point. Je n'ai pas une boule de cristal à te dire quand, quel genre de réglementation. Mais un point important, c'est que la mécanique vient seulement après avoir touché l'enveloppe. Fait que si tu veux faire des améliorations au niveau de ton bâtiment, commence avec une approche plus d'enveloppe et ensuite, on va aller mettre la bonne mécanique ou la bonne taille de mécanique par la suite. Si tu commences par la mécanique et ensuite tu fais tes travaux d'enveloppe, tu vas avoir un système mécanique qui va être trop fort pour ce que tu as besoin. Tu ne vas pas avoir des bons rendements ou une bonne performance. Bon point. Puis aussi, en rénovation, un type de ventilation que je trouve super intéressant, c'est des ventilateurs décentralisés. Donc, on n'a pas besoin d'installer plein de conduits qui vont être reliés à une machine unique. C'est des ventilateurs qui sont en paire. Il y en a un qui va pousser l'air pendant que l'autre va le tirer. Puis ensuite, ils vont échanger le flux comme ça à chaque 90 secondes. Donc, c'est sûr, ça implique de faire un trou dans un mur. Et là, si la municipalité prévient un ventilateur en façade, bon, des fois, ça peut être embêtant. Dépendamment, là, surtout si c'est une maison de ville où là, il y a juste 2 façades avant-arrière, une maison arrangée. Donc, j'espère que la réglementation va s'assouplir à ce niveau-là, parce que oui, j'ai vu des clients, ils sont dans un quartier où il y a des règles particulières, puis bon, ils veulent pas je dis, ouais, mais attendez, là, ils ont besoin d'air frais, on s'entend, c'est comme une question de santé publique, là. Donc, je pense que la question d'esthétisme devrait être second. On peut trouver des évents de ventilation qui sont cute. Donc, j'espère qu'il va y avoir une sensibilisation qui va se faire au niveau de la ville à ce niveau-là. Mais vraiment, la ventilation décentralisée, avant, il y avait une seule compagnie que je connaissais, en tout cas depuis il y a 10 ans, il n'y avait que Lunos. Maintenant, il y a plusieurs autres compagnies. Entre autres, il y a la compagnie québécoise Product Air, Product, comme en anglais, apostrophe Air, qui, eux, vendent les ventilateurs Bloberg qui viennent d'Allemagne. Donc, maintenant, puis on a au moins 4-5 compagnies maintenant qui les font. Donc allez voir ces ventilateurs-là, ils sont très intéressants. Et pour conclure, j'aimerais remettre l'emphase sur une dernière remarque que tu as faite. Tu as parlé de l'isolation acoustique. C'est quelque chose qu'on ne parle pas beaucoup. Quand on parle de réisoler sa maison, quand on habite en ville, on s'entend, c'est bruyant. Mais ça, c'est vraiment comme un bonus, là, un perk. Tu dois être 100%. Content. Tu es en ville, tu fermes ta porte, tu fermes ta fenêtre, tu es là. Bravo. Tu as des puces qui passent juste à côté puis tu n'entends rien vraiment. C'est merveilleux. Tu n'entends pas les thermopompes de tes voisins qui travaillent. Zéro. Mais bravo. Merci beaucoup pour ta super présentation, Philippe, et vos belles questions. On a une petite pause d'environ 5 minutes et ça continue dans la salle principale avec André Bourassa et Maryse Leduc. Merci. Merci.